Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique en hématologie sur la leucémie lymphoïde chronique. Tout d'abord voici l'énoncé. Il s'agit de Madame Geneviève, 83 ans, consulte son médecin généraliste pour une visite de routine. Lors de l'auscultation, le médecin observe la présence de nombreuses adénopathies. Un bilan hématologique est réalisé et montre les résultats suivants. Tout d'abord, dans cet énoncé, il y a plusieurs mots-clés à retenir. Donc il s'agit d'une patiente, 83 ans, elle est relativement âgée. On apprend également qu'elle a de nombreuses adénopathies. Ce signe clinique est non spécifique, mais il peut déjà nous orienter soit vers une pathologie infectieuse, immunitaire ou tumorale. Concernant le bilan et l'interprétation des différents paramètres, on va tout d'abord commencer par l'interprétation des globules rouges. Ici, concernant le taux d'hémoglobine, il est diminué, il s'agit donc d'une anémie. Le VGM est normal, il s'agit donc d'une anémie normocytaire. La CCMH est normale, il s'agit d'une normochromie. Concernant le taux de réticulocytes, il est normal, il s'agit donc d'une anémie régénérative. Au total, nous aurons donc une anémie normochrome normocytaire régénérative. Concernant le taux de globules blancs, ici le taux de leucocytes est augmenté, il s'agit donc d'une leucocytose à prédominance de lymphocytes. Concernant le taux de plaquettes ici il est 232 giga par litre, il est donc diminué, il s'agit donc d'une thrombopénie. Au total, nous aurons donc une anémie normochrome normocytaire régénérative associée à une leucocytose à prédominance de lymphocytes, ainsi qu'une thrombopénie. La suite de l'énoncé, l'examen du frottis sanguin montre la présence d'ombre de Gumbrecht dans un bilan biologique antérieur, qui a été réalisé il y a plus de 4 mois. L'hémoglobine était à 123 giga par litre, le taux de leucocytes à 10,4, les lymphocytes à 5,4 et les plaquettes à 200. Donc il y a plusieurs mots-clés. Ici, on apprend qu'il y a la présence d'ombres de Gumbrecht qui sont très caractéristiques de la LLC. On apprend que dans son bilan antérieur, la patiente présentait également des leucocytoses à prédominance de lymphocytes. Donc ici, on peut déjà voir qu'il s'agit d'une lymphocytose chronique. Par rapport aux questions, quelle pathologie hématologique suspectez-vous? Pourquoi? Comment le biologiste peut-il affirmer avec certitude ce diagnostic? Citez 4 facteurs de mauvais pronostic de cette pathologie. Ensuite, on apprend que la patiente suit son traitement assidûment et retourne chez son médecin traitant 3 ans après la découverte de sa maladie, car son état s'est fortement dégradé. Le médecin découvre une adénopathie axillaire de très gros volume. Vers quel diagnostic devra s'orienter le clinicien? Et enfin, la dernière question, quelles sont les complications les plus fréquentes liées à l'affection hématologique dont souffre Madame M? Concernant la correction, la première question, quelle pathologie hématologique suspectez-vous? On va suspecter la leucémie lymphoïde chronique. Il y a plusieurs arguments qui nous confortent vers ce diagnostic. Tout d'abord, il y a les arguments biologiques. Donc lors de la NFS, on se souvient qu'il y avait une hyperlymphocytose supérieure à 5 giga par litre depuis plus de 3 mois. Au niveau du frottis, on a observé la présence d'ombre de Gumbrecht. Une petite remarque à faire, toute hyperlymphocytose supérieure à 5 giga par litre chez un sujet adulte doit faire évoquer une LLC ou tout autre syndrome lymphoprolifératif. Concernant les arguments cliniques, ici il y avait la présence de polyadénopathie, donc encore une fois ce signe est non spécifique, mais il peut nous orienter vers ce diagnostic. Ici on a un exemple d'adénopathie retrouvée dans la LLC. On observe des ganglions qui sont bilatéraux, symétriques. Lors de la palpation, ils seront fermes, élastiques, indolores et non compressifs. Enfin, concernant les arguments épidémiologiques, ici la patiente était âgée de 83 ans. L'âge médian, il faut savoir que l'âge médian du diagnostic de la LSC est de 72 ans. Par rapport à la deuxième question, comment le biologiste peut-il affirmer avec certitude ce diagnostic? Donc il y a plusieurs outils qui vont nous permettre de confirmer cette hypothèse diagnostique. Il y a tout d'abord l'hémogramme, qui comporte à la fois la NFS et le frottis. Ici, à gauche, on observe une hyperlymphocytose qui peut être massive, à la coloration MGG. Alors à droite, on observe un frottis qui est monotone, avec des lymphocytes matures de petite taille. Ici, à gauche, on observe la technique afin de réaliser les frottis. Donc la première étape, on va tout d'abord placer la lame de verre inclinée à 30 degrés. On va ensuite laisser la lame au-dessus
la lame du dessus venir en contact avec une goutte de sang qui va remonter sur la lame par capillarité. Donc la dernière étape, il s'agira de tirer la lame dans le sens de la flèche pour étaler le frottis sanguin. Alors à droite, on observe la présence d'ombres de Gumprecht qui sont mises en évidence par les croix. Alors ils sont obtenus après coloration au MGG, un grossissement de 1000. Donc ces structures, issues des noyaux nus des lymphocytes lysés, lors de la réalisation du frottis sanguin. Donc en fait, ici, lorsque l'on tire le frottis sanguin, il y a une petite lyse des lymphocytes, donc c'est ce qui nous permet d'obtenir ces petites structures. Enfin, au frottis, on va également retrouver la présence de prolymphocytes. Ils ont une taille de 15 microns, de forme arrondie, avec un noyau rond. La chromatine intermédiaire est très peu dense. Il y a la présence d'un nucléole qui est très visible. Par rapport au cytoplasme, on a un rapport nucléocytoplasmique qui est de 0,6 avec une coloration légèrement basophile et on note l'absence de granulation. Par rapport à l'autre test de confirmation, il s'agit de l'immunophénotypage. Il se fera par cytométrie en flux sur les lymphocytes circulants. Il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de déterminer la nature de la lymphocytose. S'agira-t-il de lymphocyte B ou de lymphocyte T? Le deuxième objectif est d'affirmer la monotypie des lymphocytes B. Donc, à savoir, est-ce qu'il y a la présence de chaîne kappa ou de chaîne lambda? Et enfin, de calculer le score de Matutes. Alors, par rapport au LLC, il faut savoir que 95% sont de type B. Ici, voici le score de Matutes, illustré à l'aide de ce tableau. Donc on va noter la présence des différents marqueurs. En fonction de cette présence, on va attribuer oui ou non un point. Donc par exemple, pour le premier marqueur, il s'agit du CD5. S'il est présent, on va ajouter un point. S'il est absent, on va mettre 0 point. C'est la même chose pour le CD23. Concernant le CD79B ou le CD22, s'ils sont présents, on va additionner 0 points. Par contre, s'ils sont absents, on va rajouter un point. C'est la même chose concernant le FMC7 et la présence des immunoglobulines de surface lambda ou kappa. Concernant le résultat, si on obtient un score total de 4 ou 5, il s'agira d'une LLC qui est confirmée. Si ce score est égal à 3, il s'agira d'une LLC atypique ou tout autre syndrome lymphoprolifératif de type B. Si ce score est égal à 0, 1 ou 2, le diagnostic sera exclu. Alors ici, on voit un exemple de cytométrie en flux. Ici, le graphe s'appelle également le scattergramme. La cytométrie en flux, pour rappel, c'est une méthode d'analyse qui permet à grande vitesse de caractériser et de compter des cellules en suspension dans un flux liquidien. On va alors obtenir cet histogramme de la taille en fonction de la granularité. Alors, dans notre cas, on va illustrer le diagnostic de la LLC à l'aide d'un exemple. Alors, ici, on obtient le scattergramme. On va tout d'abord faire un fenêtrage au niveau des lymphocytes, ce qui va nous permettre de les isoler des monocytes et des neutrophiles. On va réaliser un deuxième fenêtrage sur ces lymphocytes à l'aide d'anticorps anti-CD45 qui vont nous permettre d'identifier spécifiquement les lymphocytes CD45+. Ensuite, on va faire un troisième fenêtrage au niveau des lymphocytes B matures en utilisant une solution de CD composée d'anticorps anti-CD19. Une fois qu'on aura fait ce troisième fenêtrage, on va pouvoir calculer les différents marqueurs. Alors ici, on va utiliser des anticorps anti-kappa et les anticorps anti-lambda. Donc ici sur ce graphe, on voit qu'il y a une faible monotypie lambda et kappa. On va donc rajouter un point sur le score de Matutes. Ensuite, concernant les deux autres marqueurs CD23 et CD22, on voit ici que le CD22 est positif, le CD23 est positif. On va donc ajouter 2 points sur ce score. Enfin, on va regarder la présence de CD5 et de FMC7. Ici, on voit qu'on a la présence de CD5. Par contre, on voit l'absence de FMC7. On va donc également rajouter 2 points sur le score de Matutes. Au total, nous aurons donc un score de 5 sur 5. Le diagnostic sera alors confirmé.
Concernant les derniers tests de confirmation, il s'agit du bilan d'extension. Celui-ci va comporter une électrophorèse des protéines sériques, dans laquelle on s'attend à retrouver soit une hypo ou une hypergammaglobulinémie. L'hypogammaglobulinémie sera associée à un risque majeur de risque infectieux. L'hypergammaglobulinémie, on va retrouver principalement des gammapathies monoclonales avec la prédominance d'immunoglobuline M. Donc ici, on voit un profil normal à l'électrophorèse des protéines sériques avec les différentes fractions, c'est-à-dire l'albumine, les alpha 1, la fraction alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2 et gamma. La fraction gamma dans laquelle on va retrouver principalement les immunoglobulines. Ici, il s'agit d'un exemple d'hypergammaglobulinémie. Donc dans la LLC, on retrouve des hypergammaglobulinémies polyclonales, mais cependant, il y a majoritairement la présence d'immunoglobulines M. On peut également retrouver des hypogammaglobulinémies lorsque l'on est en présence d'un déficit immunitaire. Dans la suite de ce bilan d'extension, on va réaliser le bilan d'hémolyse, qui va comporter le taux d'hémoglobine. Donc si l'on est en présence d'une hémolyse, ce taux sera diminué. On va également faire le taux de réticulocytes, dans lequel il sera normal, car il s'agira d'une anémie régénérative. Enfin, on pourra également réaliser le test de Coombs direct, qui va nous permettre de confirmer ce diagnostic. Donc, dans notre cas spécifiquement, le patient est également anémique, donc il faut également rechercher la cause de cette anémie. Enfin, il y a la biopsie ganglionnaire est indiquée si l'on est en présence d'un syndrome de Richter, dont on va parler par la suite. Alors, une remarque très importante à faire, c'est que le myélogramme, la biopsie ostéomélulaire et la biopsie ganglionnaire sont inutiles pour poser le diagnostic de la LLC. Le myélogramme est potentiellement indiqué uniquement s'il y a la présence de cytopénie inexpliquée. Donc cependant, la biopsie ganglionnaire conserve un intérêt lorsque l'on suspecte un sarcome de Richter, qui est une complication de la LLC. Ensuite, citer 4 facteurs de mauvais pronostic de cette pathologie. Donc il y en a plusieurs. Tout d'abord, on va réaliser le bilan biologique standard, dans lequel on va observer une thymidine kinase qui sera élevée, des lactate déshydrogénase élevé, une bêta-2 microglobuline élevée, ainsi qu'un temps de dédoublement lymphocytaire inférieur à 1 an. Donc, si l'on est en présence de ces paramètres qui sont élevés, ce sont des facteurs de mauvais pronostic. On a également l'immunophénotypage. Si l'on retrouve du CD23 soluble élevé, il s'agira d'un facteur de mauvais pronostic. C'est également pour le cas de la surexpression du CD38 ou de la présence de la protéine ZAP70 qui est supérieure à 20%. Concernant la cytogénétique, elle se fera à l'aide de la détection par la fiche. Si l'on détecte une délétion au niveau du petit bras du chromosome 17, cette modification génétique va conférer une résistance à la fludarabine. Donc au niveau de la cytogénétique, on va également rechercher une délétion au niveau du bras long du chromosome 11. Concernant la biologie moléculaire, on pourra rechercher le statut mutationnel de la partie variable des gènes des chaînes lourdes des immunoglobulines. S'il y a la présence d'une structure germinale, c'est-à-dire la présence d'une structure non mutée, il s'agira d'un facteur de mauvais pronostic. On va également rechercher s'il y a la présence d'une mutation au niveau du gène NOTCH1. S'il y a une délétion au niveau de la cytogénétique, s'il y a une délétion 17P, on va alors faire la recherche de la mutation au niveau du gène TP53. Cette mutation va également conférer une résistance à la fludarabine. Fludarabine, je le répète, pour rappel, c'est le traitement de la LLC. Donc s'il y a une résistance, il faudra alors modifier ce traitement. Enfin, il y a tous les facteurs de mauvais pronostic de type clinique, c'est-à-dire si la patiente présente un âge supérieur à 70 ans, si le patient est de sexe masculin ou s'il y a la présence de comorbidités associées.
Alors, une remarque importante à faire, c'est que pour établir le pronostic, il y a la création d'une classification qui va définir la médiane de survie. Il s'agit de la classification de Binet, qui est primordiale. Voici cette classification de Binet. Alors, dans la définition, on va regarder la présence d'aires ganglionnaires palpables. On va également quantifier le taux d'hémoglobine et le taux de plaquettes pour établir la médiane de la survie. Alors, on observe 3 stades. Dans le premier, on verra s'il y a moins de 3 aires ganglionnaires palpables associées à un taux d'hémoglobine supérieur à 10 grammes par décilitre ou un taux de plaquettes supérieur à 100 000 par millimètre cube, la médiane de survie sera aux alentours de 10 ans. Concernant le stade B, s'il y a plus de 3 aires ganglionnaires palpables associées à une hémoglobine supérieure à 10 grammes par décilitre ou un taux de plaquettes supérieur à 100 000 par millimètre cube, la médiane de survie sera alors de 5 ans. Dans le dernier stade, on ne regarde pas le nombre d'aires ganglionnaires, cependant on va regarder le taux d'hémoglobine. S'il est inférieur à 10 grammes par décilitre, ou le taux de plaquettes inférieur à 100 000 par millimètre cube, ici la médiane de survie sera de 1 an et demi. Donc pour rappel, dans notre cas, la patiente présentait une hémoglobine à 98 décigrammes par décilitre. Donc ici, on est alors dans le stade Binet de classe C. La patiente a donc une médiane de survie de 1 an et demi. Il faudra alors débuter une chimiothérapie. Pour rappel, voici les différentes aires lymphoïdes selon la classification de Binet. En 1, on observe les aires cervicales, en 2, les aires axillaires, en 3, les aires inguinales, en 4, c'est la présence d'hépatomégalie, ou en 5, la présence d'une splénomégalie. Donc, une petite remarque à faire, c'est que s'il y a la présence d'une atteinte bilatérale ganglionnaire, alors ceci compte pour une seule aire. Ensuite, par rapport aux questions, donc Madame M suit son traitement assidûment et retourne chez son médecin traitant 3 ans après la découverte de sa maladie, car son état s'est fortement dégradé. Le médecin découvre une adénopathie axillaire de très gros volume. La dernière question, vers quel diagnostic devra s'orienter le clinicien? Ici, il y a quelques mots-clés. Donc, on observe une adénopathie axillaire de très gros volume. Donc ici, le clinicien va donc s'orienter vers un syndrome de Richter. En effet, dans une LLC, toute modification du volume d'adénopathie doit faire suspecter ce syndrome. Pour rappel, le syndrome de Richter, il s'agit d'un lymphome B à grandes cellules de très haut grade de malignité, dans lequel on va observer une altération de l'état général et une évolution rapidement fatale, avec une médiane de survie qui sera inférieure à 1 an. Ce syndrome est souvent associé à des chimiorésistances fréquentes. Ici, on voit un exemple de syndrome de Richter avec une lymphadénopathie sévère. Ici, on observe des ganglions qui sont asymétriques. Souvent, le patient présente des altérations de l'état général associées avec des fièvres et des pancytopénies inexpliquées. Au niveau de la biopsie tumorale, on observera des grandes cellules B lymphocytaires. Ici, c'est un exemple de frottis retrouvé lors de ce syndrome de Richter. Au niveau des flèches rouges, on retrouve des petits lymphocytes à la chromatine sombre agglutinée, souvent en mosaïque. Ces cellules ont un cytoplasme peu abondant et des contours réguliers. Les cellules marquées par les flèches vertes, ce sont des cellules ayant des aspects de blastes. Donc ce sont des grandes cellules avec une chromatine moins mature, un rapport nucléocytoplasmique élevé et surtout un nucléome proéminent. Elles peuvent être plus fréquentes dans certaines régions des frottis de la moelle osseuse. Il s'agit d'une différence par rapport aux autres cas de lymphome diffus à grandes cellules B, dans lesquels l'atteinte de la moelle osseuse est plutôt rare. Ici, on voit un deuxième exemple de frottis. Ici, donc avec la flèche jaune, on voit la présence d'une hémophagocytose, d'un érythrocyte, par la cellule tumorale, qui témoigne de la nature agressive de la maladie. Ici, dans cette troisième image, on voit la présence de mastocytes, illustrée par la flèche blanche, qui est assez fréquente dans les cas de leucémie lymphocytaire chronique. Et ici, on voit également une coloration à la myéloperoxydase. Donc, cela montre clairement les négativités des cellules ayant des aspects de blast, avec les flèches en vert.
Et on voit également des petits lymphocytes illustrés par les flèches en rouge. Donc ici, c'est normal que la coloration soit négative, encore une fois, car les cellules sont d'origine lymphoïde. Elles ne sont pas d'origine myéloïde. Par rapport à la dernière question, quelles sont les complications les plus fréquentes liées à l'affection hématologique dont souffre Madame M? Les complications les plus fréquentes, il s'agit des complications infectieuses liées au déficit immunitaire. C'est la première cause de mortalité car la LLC provoque un déficit qui est acquis, donc il est cellulaire et humoral. Concernant l'hypogammaglobulinémie, on aura alors une tendance à faire des infections bactériennes à germes encapsulés par opsonisation. Les germes les plus fréquemment retrouvés, ce sont les pneumocoques, les hémophilus ou les bacilles de Koch. Le déficit immunitaire cellulaire va nous engendrer des infections virales de type VZV, telles que le zona. On a également des complications liées à l'insuffisance médulaire, dans lesquelles on retrouvera des anémies, thrombopénies et des neutropénies. Également des complications auto-immunes, telles que l'anémie hémolytique auto-immune, le purpura thrombotique, la thrombopénie auto-immune. Alors, de manière générale, lorsque l'on a une association entre l'anémie hémolytique auto-immune et la thrombopénie auto-immune, cela va nous orienter vers le syndrome d'Evans. On peut également avoir une leucémie prolymphocytaire de Galton. Il s'agit d'une évolution vers une qui est rare, mais qui peut survenir d'emblée. Elle se définit par une hyperleucocytose avec plus de 55% de prolymphocytes et par un score de Matutes supérieur ou égal à 3. Son pronostic est péjoratif. Enfin, on aura également les complications cancéreuses, comme dans le syndrome de Richter vu précédemment, ou vers les cancers. Voici les références que j'ai utilisées, le MICBook, utilisé principalement par les étudiants de médecine, également des cas cliniques des éditions Prépa Pharma en hématologie. Donc voici pour cet exposé, merci beaucoup pour votre attention, et merci de vous abonner pour plus de contenu.